Je vais démarrer. Donc, nous accueillons ce soir le docteur Jean-Pierre Gardella et le docteur Gliese qui nous accompagnent pour ce webinaire sur le système Deep Conical de la société Southern Implant. Je suis Emmanuel Escalan, le directeur de la société Southern Implant France. Voilà, j'ai le plaisir d'inviter le docteur Gardella et le docteur Gliese pour venir commenter leur activité et leur pratique avec le système Deep Conical. Donc, pour le docteur Gardella et le docteur Gliese, ils sont tous les deux parodontologistes, et c'est ça qui m'intéressait, et implantologistes exclusifs. Ils sont surtout amis depuis de très longues dates de la fac de Marseille, où ils ont tous les deux occupé des postes dans le service de paro, notamment sous la direction d'un monsieur que j'ai beaucoup apprécié, qui était monsieur Borghetti, chez qui je suis allé me former au tout début de ma carrière. Donc voilà, c'est un grand plaisir de vous avoir ce soir. Je vais présenter rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas la société Southern Implant. Bon, Jean-Pierre s'en va parce qu'il connaît. Donc, moi, je vais commencer à présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, la société Southern Implant. Alors, oui, je suis en train de partager. Voilà. Donc, ce soir, nous allons vous présenter le système Deep Conical, donc un système à connexion conique avec différentes innovations. Pour ceux qui ont pu déjà les apercevoir, le Coaxis ou l'Inverta qui font partie de cette gamme au travers de différents cas cliniques. Alors, qui sommes-nous? Comment nous définissons chez Southern Implant? Nous définissons comme le partenaire de votre challenge quotidien, car aujourd'hui, la société propose une large gamme de solutions venant couvrir toutes les problématiques et les défis qu'on peut rencontrer en chirurgie orale. Donc, notre société voilà, est vraiment concentrée sur l'expertise et le développement de produits spécifiques pour répondre à ces problématiques. Donc, la société a été créée par M. Graham Blackburn, qui est sud-africain, en 1987. Et voilà, c'est toujours concentré à développer des dispositifs spécifiques de par la spécificité de ce pays qui est un peu au bout du monde et malheureusement qui a été pendant des années un petit peu aussi coupé de certaines technologies de possibilités. Donc, ils ont dû faire face eux-mêmes à ces problématiques et donc, ils ont réussi à développer des produits particuliers pour répondre à toutes les indications en chirurgie orale. Donc, comme je vous l'ai dit, pour la réhabilitation après extraction en zone molaire, la gestion de l'esthétique antérieure. Donc ça, Jean-Pierre en parlera ce soir avec le concept du coaxis au travers de cas cliniques, le traitement des périimplantites avec des états de surface particuliers. Nous sommes aussi les leaders aujourd'hui sur le traitement des atrophies complexes avec les implants zygomatiques ou le traitement de l'édenté complet. Mais ça, c'est un autre sujet, un autre webinaire qu'on a traité déjà par le passé, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre chaîne YouTube Southern Implant France. Donc, je vais avancer un petit peu plus rapidement. Donc, l'ensemble de ces produits, bien sûr, que nous développons, qui sont très spécifiques, pour des sites spécifiques, sont validés par nos cliniciens experts à travers le monde et on investit beaucoup dans la recherche R&D pour continuer à améliorer la qualité de ces dispositifs. Southern a fait le choix de ne pas développer de connexions propriétaires et utiliser des connexions qui étaient déjà présentes sur le marché et continuer à développer les dispositifs afin que tous les praticiens puissent conserver un confort d'utilisation si ils utilisaient une autre marque d'implant, voilà, et qui viennent en fait pouvoir utiliser les concepts de Southern pour avoir plus de confort dans le traitement de leurs patients. Voilà, donc ça c'est le maître mot, c'est l'innovation, mais elle se traduit comment? C'est dans la compréhension de la fabrication de dispositifs spécifiques en utilisant du titane de grade 4 avec une résistance mécanique très importante, notamment en résistance à la flexion. C'est ce qu'on recherche et ce qu'on demande aux implants dentaires. Donc, on a fait effectivement des tests ces dernières années sur la qualité et la résistance mécanique
des implants de Southern. Et comme vous pouvez l'observer, sur plusieurs millions de cycles, on obtient des résistances à la fracture, voilà, qui sont quand même très importantes. Bien sûr, toutes ces études et documentation sont disponibles sur notre site Internet en libre accès, et l'ensemble des études sur l'ensemble des concepts et produits de Southern sont également disponibles. La surface Synergie qui a été donc développée depuis les années 92 reste inchangée. C'est une surface moyennement rugueuse et qui est exactement la même sur l'ensemble de nos implants. Je vais avancer. Nous avons tout un programme de formation dont le webinaire fait partie, puisque le webinaire reste de l'information. Après, nous vous proposons en petit comité ce qu'on appelle des workshops pour travailler plus en détail sur des produits spécifiques pour mieux comprendre, et bien sûr aussi la possibilité de rencontrer nos praticiens experts et de passer une journée avec eux dans le cabinet pour être en immersion totale. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre les informations sur notre site Internet où vous retrouverez l'ensemble de ce programme que nous vous proposons toute l'année. Donc, comme je vous le disais, voilà, des implants très spécifiques, mais qui vont permettre au quotidien de pouvoir facilement prendre en charge les patients, et notamment le plus rapidement possible avec des dispositifs adaptés aux différentes situations cliniques. Alors, je voulais relever cette année que c'est les 20 ans du concept coaxis. Donc, le coaxis, on va en reparler, c'est le rattrapage d'axe sous crestal de la partie prothétique, quoi, de la vis prothétique. Donc, un concept qui a été développé maintenant il y a 20 ans et qui rend bien des services. Et on va le voir au travers des différentes présentations, mais vous pouvez le voir sur les différents schémas. Vous qui êtes tous des experts en implantologie, voilà la possibilité de pouvoir faire des prothèses transvissées tout en exploitant le volume osseux disponible chez les patients. Donc voilà, ce concept coaxis, surtout sur les connexions internes, on peut avoir des rattrapages d'axes de 12 degrés, mais de 24 ou 36 sur des hexagones externes, puisque c'est des concepts mécaniques différents qui nous permettent de faire ça. Voilà. Je pense que peut-être, Jean-Pierre, tu vas en parler sur... Non, pas forcément. Non, Sur non, je ne parlerai pas des les contraintes études de coupe. OK. en modèle fini. Si tu peux en dire en 2 mots, c'est assez intéressant. Tout simplement qu'on observe que la précontrainte sur une vis dans un implant droit comparativement à un implant angulé, voilà, est 5 fois supérieure. Donc, en fait, comme il y a une annulation de l'axe et de la force qui est transmise à la vis, on a beaucoup moins de contraintes sur une vis dans un coaxis comparativement à une vis qui serait mise sur un pilier soit scellé ou à rattrapage d'axe. Voilà. Ah, et je ne peux plus avancer. Ah si, voilà. Voilà, donc ça, c'est un implant qui ne sera pas présenté lors de ce webinaire ce soir, tout simplement, mais je comptais vous en parler parce que c'est toujours pareil, c'est en fonction des types de connexions, on ne peut pas avoir le même type de dispositif. Tout simplement qu'avec les connexions coniques, qui présentent des avantages notamment sur la stabilité des composants prothétiques et aussi sur son étanchéité, ça c'est encore un autre débat. Malheureusement, au plus on a des implants larges, au plus la connexion doit être profonde, raison pour laquelle on ne peut pas développer d'implants max sur des connexions coniques. Voilà, mais donc ces implants sont spécifiques pour l'extraction, implantation en zone molaire, et qui parfois rendent bien des services pour les patients et leur évitent des traitements un petit peu longs. Bon, comme vous le voyez, il y a un protocole quand même assez spécifique pour pouvoir mettre ce type d'implant. Et on a déjà aussi réalisé des webinaires sur le sujet où je vous engage à les regarder, sont assez passionnants. Par contre, l'Inverta, comme vous le voyez, a une connexion conique. C'est une extension de la gamme Deep Conical qui a été développée en collaboration avec le Dr Chou de l'Université de New York, qui est spécifique pour l'extraction et implantation en secteur antérieur. Comme vous le voyez, son design particulier va permettre de pouvoir bien s'accrocher dans des alvéoles d'extraction sur la partie apicale, donner un deuxième niveau de stabilité primaire sur la partie médiane et bien sûr éviter les compressions lors du remodelage osseux. Mais donc ça, Jean-Pierre, je pense que tu vas largement en parler. Donc de toute façon, il était prévu que je te laisse la main
mais voilà, en gros, j'ai présenté les grandes caractéristiques des implants Deep Conical, notamment ce sont des implants qui sont disponibles du diamètre 3. Donc ça, c'est Jean-Pierre notamment avait fait un cas et une vidéo sur les implants de faible diamètre pour les espaces mésodistaux réduits. Donc voilà, vous pouvez aussi vous y intéresser lors de votre visite sur notre chaîne YouTube. Voilà, je vais en arrêter là et je vais laisser Jean-Pierre démarrer sa présentation afin qu'on puisse finir dans les temps. Surtout, si vous avez des questions lors de la présentation du docteur Gardella, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q&R pour que le docteur Glise voilà, puisse interagir avec Jean-Pierre tout au long de sa présentation afin que vous puissiez garder le fil sur les informations qui vont être transmises. Je vais réduire mon écran, je reste dans les coulisses et quand vous avez besoin de moi, eh ben, vous me faites un coucou, je réapparaîtrai. À tout à l'heure. Merci Jean-Pierre, merci Jean-Marc et bon webinaire à tous. Pas de problème. Est-ce que mon partage d'écran est activé là, c'est bon? Parfaitement. Ok. C'est impeccable. Hop là. Attends. Il faut que je m'enlève moi aussi. Attends, non, tu peux rester Jean-Marc si tu veux. Ben, enfin, comme vous voulez. Non, voilà. Non, Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là ce soir. Merci Manu pour ton invitation. Merci évidemment à Jean-Marc pour être là et modérer mes propos. Voilà. Je voudrais tout d'abord vous présenter des excuses parce que certaines de mes slides sont en anglais. Voilà, donc, mais je vais, vous me connaissez, je suis assez bavard, donc j'essaierai de donner le maximum de détails sur les vues cliniques et les titres qui vont défiler devant vos yeux. Je vais vous parler effectivement de l'implant Deep Conical et j'ai appelé ma présentation l'implant Deep Conical dans tous ses états, que ce soit en flux analogique ou digital. Je vais vous présenter 6 situations cliniques que nous avons traitées pour les 5 premières avec l'implant classique Deep Conical et une dernière avec un implant dont Manu vient de vous parler, qui est l'implant Inverta. Et ces différentes situations cliniques, donc unitaire, plurale antérieure, plurale postérieure, full arch, et ensuite avec l'Inverta Deep Conical, c'est-à-dire une connexion identique à l'implant qu'on appelle communément Deep Conical. Et Manu vous a expliqué que cet implant-là, on pouvait en disposer soit en version straight, c'est-à-dire toute droite, soit en version coaxis, à l'identique de l'implant Inverta, pour des rattrapages d'axes sous-crestaux. Donc, je vais, pour pouvoir couvrir l'ensemble de ces indications, prendre l'allure de galop. Ça y est, je peux plus passer média, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, ben, on va passer à la suivante. Une première situation clinique, Françoise qui a 48 ans, qui est adressée au cabinet parce qu'elle a un problème parodontal. Alors, je suis désolé pour la vue clinique, mais c'est une vue clinique que nous avons faite après la prise en charge initiale de la patiente par une thérapeutique parodontale étiologique non chirurgicale. Vous voyez ici, donc dans le secteur antérieur, parce qu'on va en reparler tout à l'heure, mais les principaux problèmes de cette patiente se situaient, comme vous le voyez sur son bilan radio, dans les secteurs postérieurs avec une lésion récurrente infectieuse au niveau de la 37. Et donc, cette prise en charge globale de la patiente après thérapeutique initiale a consisté donc à supprimer tous les facteurs inflammatoires ou infectieux. Et je prends un raccourci au plan de traitement que nous avons mené chez cette patiente en vous montrant le bilan radiographique 2 ans après le début du traitement, où vous voyez une stabilisation des niveaux d'attache sur le plan osseux. Les secteurs postérieurs ont été équipés par des implants. J'ai oublié de vous dire dans la présentation de ce cas que la restauration sur la 21 s'était décellée à plusieurs reprises
mais que lors de la consultation initiale, ce n'était pas vraiment dans les préoccupations de la patiente. Malgré tout, le traitement se passe bien, on a une excellente coopération et la patiente est placée en maintenance, même si elle présente une restauration transitoire sur la 21 qu'elle ne voulait pas changer tout de suite. Malheureusement, quelques mois après la mise en recall de la patiente dans une phase non active du traitement, elle nous téléphone, la dent s'est une fois de plus redécellée et à l'examen clinique, on observe une perte d'attache en interproximale de 7 mm en regard d'une zone de fêlure. Et donc, évidemment, ce constat, ce diagnostic condamne la dent. Donc, nous allons procéder à l'extraction atraumatique de cette dent. Nous avons depuis quelques années l'habitude d'utiliser ce type de dispositif. En l'occurrence, dans ce cas, c'était l'Easy Extract, qui nous permet de tirer la dent dans son grand axe pour évidemment ne pas abîmer la corticale vestibulaire. Il existe, et c'est mon préféré aujourd'hui, un système qui s'appelle le Benex, qui est distribué par Pred et qui, je trouve, par rapport à l'Easy Extract, beaucoup plus facile à utiliser. Donc, la dent est extraite. Évidemment, on va se retrouver ici durant la phase chirurgicale. Cette sonde parodontale nous permet de déterminer ce qu'on appelle la zone de confort décrite par Buser et Belzer en 2004. L'ostéotomie commence avec un forêt pointeur sur la face palatine du site d'extraction. Ici, l'indicateur de direction nous permet de visualiser le positionnement idéal de l'implant afin de restaurer par une restauration cet édentement par une restauration transvissée. Voici l'implant Deep Nicol, 3,5 de diamètre. La stabilité primaire est supérieure à 40 newtons. Vous allez voir que l'implant est positionné en vue palatine de façon à aménager le gap le plus important possible. Une xénogreffe est positionnée dans le gap et nous prélevons un greffon conjonctif palatin que nous allons venir tunneliser sur la face vestibulaire de l'implant afin d'anticiper l'inévitable, l'inéluctable perte de volume dans le sens horizontal après une extraction, dans la mesure où, évidemment, sur la face vestibulaire, nous avons essentiellement de l'os fasciculaire. Donc, on va tunneliser ce greffon à l'aide simplement de 2 sutures, comme vous voyez de part et d'autre du site implantaire. Voilà. Et puis, une fois que ces sutures sont réalisées, voilà, vous voyez que nous prenons le soin de laisser exposer une partie du greffon conjonctif dans la zone vestibulaire. Dans la même séance, et ici, dans un flux analogique, nous allons prendre une empreinte avec un porte-empreinte ouvert, de façon à l'envoyer par coursier au laboratoire, qui va, quelques heures plus tard, nous livrer cette restauration transvissée que nous allons mettre en place le jour même de la chirurgie, restauration transvissée qui a été élaborée sur un T-base, dans ce cas-là, vraisemblablement un peu court, vous le voyez sur la rétroalvéolaire, avec vraisemblablement une petite interférence au niveau de l'os marginal interproximal, ce que j'évite de faire la plupart du temps. Nous voici 4 mois après la temporisation immédiate. Nous allons prendre beaucoup de soin à améliorer le profil d'émergence par addition et les lignes de transition avec les popones ou les Soflex, comme vous voulez, de façon, et vous le voyez sur les différents profils de provisoire, à obtenir une ligne gingivale qui est comparable à la dent contralatérale. Dans ce cas de figure, puisque ce cas a quelques années maintenant, nous allons réaliser un transfert customisé selon des techniques que vous connaissez vraisemblablement et selon le concept de cervical contouring concept, qui a été développé dès les années 1994 en l'occurrence par Nitzan Bichacho et Landsberg
tout simplement pour être en mesure de communiquer au laboratoire la zone de transition et l'enveloppe muqueuse afin que le technicien puisse élaborer une dent conforme à ce qu'on a obtenu avec la dent provisoire. Donc voilà, le transfert customisé qui va être emprisonné dans l'empreinte, en l'occurrence, que nous avons réalisée à l'imprégome. Au laboratoire, on fait le choix d'un pilier ASC, donc pour Angulated Screw Channel, en l'occurrence, ici un pilier en zircone, non pas pour attraper l'axe de l'implant qui était parfaitement positionné, mais tout simplement pour aménager sur la face vestibulaire de ce noyau en zircone suffisamment de place pour que Jean-Marc Etienne, en l'occurrence, puisse mettre suffisamment de céramique stratifiée, conventionnelle, feldspathie, afin de masquer l'aspect excessivement peu translucide du pilier en zircone. Voici la restauration définitive et vous remarquerez sur l'animation à droite que dans la zone transmuqueuse, il n'y a aucune céramique feldspathique ni maquillage, dans la mesure où on veut garder le caractère tout à fait biocompatible de la zircone en regard des tissus périimplantaires. C'est la raison pour laquelle vous voyez sur cette vue occlusale la qualité de cette muqueuse périimplantaire qui respire la santé. Et vous observez également que grâce au sous-dimensionnement du diamètre de l'implant, à son positionnement 3D idéal et la surcorrection tissulaire que nous avons réalisée grâce non seulement au comblement du gap, mais au tissu conjonctif enfui sur la face vestibulaire, on a un bombé horizontal qui est tout à fait comparable à la dent 11, qui est évidemment la voisine de notre restauration. Vous avez ici un résultat à 8 ans post-opératoire. Vous pouvez apprécier le travail remarquable de Jean-Marc, notamment au niveau de la translucidité du bord incisal. Vous pouvez également apprécier la qualité de la muqueuse périimplantaire et bien évidemment, j'ai oublié de le préciser au tout début de la présentation de ce cas, dans la mesure où on part d'une situation de maladie parodontale avec des pertes d'attache interproximales au niveau, entre autres, du secteur antérieur, il est totalement illusoire de vouloir obtenir des papiers interdentaires. Vous avez ici le contrôle radiographique à 8 ans post-opératoire. Un certain nombre de soins restent à réaliser, notamment des restaurations au niveau de la 26 et de la 46, mais la patiente n'a pas de gros moyens et nous respectons ses moyens financiers pour, de temps en temps, finaliser une proposition de traitement qui prend du temps à échéance, mais qui va vraisemblablement nous amener à une situation excessivement pérenne. Alors, vous avez vu que cette chirurgie, nous l'avons faite à main levée avec des repères anatomiques, les dents contralatérales, l'antagoniste et une planification qui a été faite sur le logiciel Romexis, puisque j'ai une 3D plan méca, et qu'en règle générale, pour ne pas dire dans la grande majorité des cas, je ne fais pas de chirurgie guidée ou semi-guidée sur des édentements unitaires. Je pense, on peut tous se tromper, que mon expérience sur des édentements de faible étendue me permet de gérer sans guide chirurgical ce type de situation. Eh bien, à travers la présentation de ce patient qui faisait partie de mes cas de master à Genève pour cette formation sur les technologies digitales, vous allez voir qu'Alain, qui a 56 ans, qui était enseignant, qui a reçu un traitement d'orthodontie avant lequel une canine incluse a été extraite, vient en consultation pour le remplacement de cette canine. Et là, en bas à droite, vous voyez très facilement que sur la planification qu'on fait à la volée le jour de la consultation, mais on se retrouve avec une crête large dans la partie coronaire et totalement en lame de couteau dans la partie médiane. Et vous voyez l'implant Dipronicol que nous avons placé de façon fictive sur le logiciel. On a un manque d'os sur la face vestibulaire et un manque d'os également sur la face palatine, dans la mesure où vous voyez que la coupe d'acquisition a été faite pour qu'on puisse, coupe d'acquisition sur laquelle on voit la dent antagoniste.
Et l'axe de l'implant correspond parfaitement à une future restauration transvissée, qu'elle soit provisoire ou définitive. Et notre credo, nous, c'est la restauration transvissée, et vous serez vraisemblablement d'accord avec moi que même si je mets l'implant dans un autre axe, le positionnement de cet implant risque d'être excessivement délicat. Donc, nous avons réfléchi à la proposition thérapeutique qu'on pouvait faire à ce patient. On prend une empreinte, un scanner intraoral, qui est un fichier STL. On va demander au laboratoire, et vous le voyez complètement à droite, de réaliser un wax-up digital, donc de figer le remplacement fictif de la canine. On va importer l'ensemble sur un logiciel SMOP de planification chirurgicale. Ici, cette planification a été faite donc à Metz par Nicolas Jäger, qui travaille dans le cabinet de mon ami Jonathan Belay. Et puis, donc, cette planification est conforme à celle que j'avais faite initialement le jour de la consultation. Mais la question que je me pose, je n'arrive plus à passer média. Je suis bloqué, Manu. Quel est le temps de cicatrisation entre l'extraction de la dent incluse là? Oh là là, c'est plusieurs années, Jean-Marc. D'accord. C'est plusieurs années. Je suis complètement bloqué. Complètement bloqué, mais essaye de… J'arrive plus à avancer, j'arrive plus à faire escape, je ne sais pas ce qui se passe. Ah voilà, ça y est, ça marche. Donc la question est de savoir, est-il possible de traiter ce patient selon une approche simultanée ou différée? C'est-à-dire, doit-on greffer ce patient d'abord pour ensuite mettre l'implant, ou peut-on, avec une chirurgie totalement guidée, greffer le patient et lui mettre son implant en même temps? Donc, la question était là. Donc, on est allé plus loin dans la démarche. Et c'est pour ça que ce cas-là, je l'ai mis ce soir parce qu'il est quand même assez intéressant. Donc, on a envoyé l'ensemble des fichiers STL d'ICOM à la société Biobank avec lesquelles nous travaillons pour les allogreffes. Vous voyez que sur le modèle imprimé que Biobank nous renvoie, on voit qu'il a tenu compte de la planification. J'ai mis mon petit implant d'Hyponicol ici. On voit que l'apex de l'implant va sortir complètement en vestibulaire, d'accord? Et puis, dans l'envoi du fichier du maxillaire imprimé 3D, je vais sculpter un greffon en silicone ici sur la face vestibulaire et son frère sur la face palatine. Et à partir de là, la société Biobank va être en capacité d'usiner deux greffons, un vestibulaire, un palatin, corticospongieux, totalement customisé par rapport aux défauts vestibulaires et palatins du patient. Donc ça, c'est une démarche qui est assez intéressante. Nous voilà le jour de la chirurgie. Le guide SMOP font une chirurgie totalement guidée, à appui dentaire. On commence notre ostéotomie avec les différents forêts. Vous voyez que déjà à l'apex, avec mon forêt de 2, voilà, je vais mettre en place mon implant grâce au système de chirurgie guidée céréale. Et vous voyez qu'en vestibulaire et en palatin, voilà, le greffon vestibulaire customisé, on va faire des pénétrations médulaires. Vous voyez que le sang, on va fixer le greffon vestibulaire, on va fixer le greffon palatin, prendre le soin de mettre une membrane en collagène pour sécuriser l'ensemble et fermer le site. Vous avez ici le contrôle scanner à 5 mois post-op. Vous voyez très bien à gauche ma planification initiale et à droite l'intégration parfaite avec l'absence totale de résorption de mon greffon allogénique et la position de mon implant en vrai qui correspond à ce que j'avais fait effectivement sur la planification initiale proposée au patient. Voici la situation clinique à 5 mois post-op, la rétroalvéolaire. On a décidé de réaliser un deuxième temps chirurgical à minima, de laisser en place le matériel d'ostéosynthèse parce qu'on n'avait aucun intérêt à aller faire un grand lambeau. J'ai rajouté, ça fait partie de mes bonnes habitudes, du conjonctif sur la face vestibulaire. On a placé un scan body sur l'implant d'Hyponicol et on a réalisé une empreinte
Vous voyez ici le wax-up digital à partir de l'empreinte que nous avons envoyée par mail au laboratoire et la dent provisoire que nous allons fixer quelques heures après la prise de l'empreinte, le scanner intraoral et notre flux numérique. Donc, vous voyez que là, on est en total flux numérique depuis le début et vous allez voir jusqu'à la fin. Donc, on met en place la dent provisoire. Vous la voyez ici. Le patient est évidemment excessivement content. Et puis, au bout de quelques mois, nous allons toujours pareil, améliorer le provisoire, rajouter du flot au niveau de la zone de transition avec la muqueuse pour obtenir quelque chose d'un peu plus élégant, modifier les lignes de transition par soustraction, réaliser de nouveau une empreinte avec en bas à gauche ce qu'on appelle une biocopie, c'est-à-dire que je vais donner toutes les indications au laboratoire au niveau des formes, au niveau de l'enveloppe muqueuse, pour qu'il réalise en céramique un copier-coller du provisoire qui nous donnait satisfaction. Donc ici, la dent définitive à 1 an post-opératoire. Je n'ai pas mis les phases de laboratoire parce que j'étais un petit peu pressé au niveau du temps. Là aussi, réalisation prothétique Jean-Marc Etienne à Nancy. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, du traitement d'édentement partiel antérieur. C'est un patient, Louis, qui a un peu moins de 30 ans, qui est un type très dynamique, qui m'est adressé par un confrère, Philippe Rajbaum, qui travaille à l'hôpital américain, qui me fait un courrier, on s'est même eu au téléphone. Et donc, Louis, lorsqu'il avait 15 ans, a eu un accident de vélo. Il a perdu la 11 et la 22. La 21, qui n'est pas, vous le voyez, en très très bon état, a été conservée afin de réaliser dans des conditions à peu près correctes un bridge collé qui va de la 12 à la 23, en ayant aussi comme pilier intermédiaire bridge collé la 21, qui est malheureusement en fin de vie, comme vous pouvez le constater, et qui amène le patient à me consulter parce que régulièrement, il fait des accidents infectieux au niveau de cette 21. Vous avez ici les clichés rétroalvéolaires de départ. Les 2 piliers latéraux du bridge Maryland sont des piliers qui sont vitaux. J'ai oublié de vous dire que le bridge est également décollé sur les 12 et 23. Et donc, dans un souci d'exécution plutôt rapide, je ne suis pas en mesure de donner tout de suite un rendez-vous pour le positionnement de 2 implants. Là, il y a un truc qui ne va pas, peu importe. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Ça, c'est la planification initiale qu'on fait le jour de la consultation. Et vous voyez très bien qu'au niveau des 2 implants qu'on va poser dans quelques semaines au patient, on prend le soin, et ça, c'est très important, parce que ce n'est pas parce qu'on va se réfugier derrière un flux digital qu'il ne faut pas réfléchir à la biologie. On va positionner nos implants de façon à conserver sur la face vestibulaire entre 2 et 4 mm d'os, qui sont les garants de la stabilité des tissus mous et de l'os sur la face vestibulaire des implants. On va demander au laboratoire, parce qu'on est dans le cadre d'une urgence, de réaliser un wax-up digital pour faire une première phase de temporisation. Vous allez voir qu'elle va bien nous être utile, cette phase de temporisation, à l'aide d'une gouttière transparente à l'intérieur de laquelle on va évidemment coller des dents postiches de façon à ce que le patient puisse patienter quelques semaines. Le jour de la première chirurgie, l'extraction de la 21 avec ce défaut relativement important que nous allons devoir corriger. Vous allez voir de quelle façon. Vous aurez également remarqué que le décèlement du bridge collé sur les faces palatines de 12 et 23 a occasionné le départ de 2 lésions carieuses que nous allons simplement gérer avec des composites le jour de cette première chirurgie. Donc, le défaut est relativement important et on profite de cette anesthésie pour aller prélever au niveau de la tubérosité un magnifique greffon que nous allons évidemment désépithélialiser pour le placer comme ça, sans préparation particulière,
dans le site d'extraction après avoir pris le soin également de retirer l'épithélium jonctionnel au niveau du site d'extraction. Et vous voyez qu'on va replacer en bas à droite notre gouttière transparente avec les dents postiches, avec un léger appui sur le greffon qu'on a mis en place. Je vous avais dit que les 2 composites sur les faces palatines avaient été également réalisés le jour même par un de mes jeunes collaborateurs. Et nous voici donc à 10 semaines en vue occlusale et en vue vestibulaire, avec une comparaison du baseline et 10 semaines après la première intervention de chirurgie plastique qui a largement amélioré la situation. Et nous voilà le jour du positionnement des implants. J'ai mis cette vidéo parce qu'il m'arrive rarement de faire du flapless dans le secteur antérieur, mais j'avais besoin de récupérer là aussi quelques petits greffons épithélio-conjonctifs au niveau des 2 sites. Je savais sur le scanner que j'avais entre 4 et 5 mm d'épaisseur. On a vérifié la compatibilité du positionnement des implants avec des indicateurs de direction. Et là, on place 2 implants Deep Conical de diamètre 3,5, pas plus large de diamètre dans le secteur antérieur, 2 piliers multi-units. Et dans la même chirurgie, on va reprélever au niveau de la face palatine un petit greffon épithélio-conjonctif que vous voyez ici. Le site est sécurisé avec du collagène et de l'histoacryle. On va retirer l'épithélium de ce greffon palatin et on va également retirer l'épithélium des 2 petits greffons, des 2 petits soft tissue punch que j'ai prélevés par mon abord flapless. L'ensemble de ces 3 greffons va être positionné sur la face vestibulaire de la zone édentée que nous avions déjà commencé à reconstruire. Voici la fin de la chirurgie. Une nouvelle empreinte avec le scanner intraoral est réalisée le jour de la chirurgie pour un 2e mode de temporisation avec ce bridge usiné full PMMA qui est mis en place le soir de la 2e chirurgie. Nous sommes ici à 5 mois post-opératoire. Vous voyez, depuis le baseline, je vais vous montrer qu'on a une intégration tissulaire avec une reconstruction notamment du site effondré de la 21 qui est tout à fait intéressante. Vous avez ici la situation comparative à la suite de la première chirurgie. Ici, par rapport à la situation initiale à partir de laquelle nous avons commencé le traitement de ce patient. Et vous avez ici, en vue occlusale, le comparatif entre la première et la 2e chirurgie. Vous voyez que là aussi, mais ça c'est conforme à cette fameuse publication de J.C. Bert qui date des années 80 et qui nous disait que dans un tel défaut en prothèse conventionnelle, il fallait 2 interventions de chirurgie plastique pour arriver à reconstruire un site édenté avec une composante horizontale et verticale. Pardon, pourquoi être passé par une étape de multi-unit? Pardon? Pourquoi être passé par l'étape du multi-unit pour faire ce provisoire, cette prothèse-là? Pourquoi avec des piliers multi-unit? Pourquoi pas Moi, je fais toujours de la prothèse plurale, jamais direct implant. D'accord. Jamais direct implant. Pourquoi? C'est un principe parce que l'intérêt de faire de la sorte, c'est que tu ne vas jamais retoucher à l'interface entre l'implant et la muqueuse et le tissu osseux. Voilà. C'est one abutment, one time. Ouais. Bon. Systématiquement, je ne fais jamais de prothèse direct implant. Jamais. C'est ma philosophie. Je crois qu'elle est partagée par un grand nombre de personnes qui se sont intéressées à la stabilité des tissus implantés, en particulier dans le secteur antérieur. Je travaille en plural, toujours sur des piliers multi-units. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à ta question. Ben, c'était une question, maintenant. Voilà. Mais toi, tu aurais fait la même chose, direct implant? Je pense, oui. OK. Mais bon. Moi je m'appuie sur un grand nombre de publications que je n'ai pas évoquées là, mais
L'intérêt pour moi du pilier multi-unit, c'est que tu figes une fois pour toutes l'ensemble des tissus autour de l'implant et du pilier, et que à l'inverse de ce que tu peux faire en direct implant, chaque fois tu mets, tu enlèves, tu mets, tu enlèves, essayage de la maquette. Moi, je préfère ne plus toucher à l'interface implant-pilier pour être tout à fait complet dans ma réponse. Donc, on se retrouve ici avec cette situation de temporisation que nous allons faire évoluer toujours de la même façon par soustraction ou par addition pour obtenir des profils d'émergence que nous allons communiquer au laboratoire. Vous voyez ici l'ensemble des empreintes qui sont envoyées à Jean-Marc pour la restauration d'usage, et notamment en haut à gauche avec la biocopie de ce provisoire que nous avons pris le soin de modifier. Voici ici sur Exocad, le logiciel Exocad, le design à la fois de l'armature en zircone que vous allez voir apparaître et des éléments de stratification sur cette armature en zircone. Et à droite, le travail que Jean-Marc nous rend au bout de quelques semaines. Donc voilà la stratification de ce bridge antérieur de 3 éléments sur 2 implants. Et vous avez ici un comparatif entre la situation initiale et un an post-opératoire. Et une intégration qui est tout à fait intéressante. Et on le voit ici, pour être encore plus complet dans ma réponse, Jean-Marc, ce pilier multi-unit qui assure naturellement la transition entre un implant qui fait 3,5 et le diamètre d'une incisive centrale qui fait entre 8 et 9 mm. Et surtout le respect de l'ensemble des tissus autour des implants et des piliers. Je voudrais maintenant vous montrer également l'utilisation d'implants dipôles dans le secteur postérieur dans une situation vraiment très particulière. Lilian a 23 ans. Voici le compte rendu opératoire de cette première consultation. Il a malheureusement participé à une manifestation et a reçu, alors je ne sais plus si on dit BLD ou BDL, une balle envoyée par un CRS qui lui a fracturé la branche horizontale de la mandibule et qui a entraîné une nécrose osseuse que vous voyez sur la diapo de gauche. En fait, ce que vous voyez en jaune, là, au niveau de la jonction muco-gingivale, c'est tout simplement un morceau d'os qui se balade. Et ce patient a été non seulement consolidé par le chirurgien orthognathique qui lui a réduit sa fracture, mais également par un expert que j'ai eu au téléphone et qui disait que les 2 prémolaires étaient parfaitement conservables. Ce qui n'était pas évidemment mon avis. Donc, on a eu une autre expertise contradictoire et j'ai obtenu gain de cause pour le patient. Et heureusement que j'ai obtenu gain de cause pour le patient. Je vous mets ici un aperçu des autres photos réalisées le jour de la consultation. Et ici, un aperçu de la 3D que j'ai réalisé quelques jours plus tard. En fait, il y a une nécrose osseuse qui est monumentale. Les dents avaient d'ailleurs été dévitalisées, je pense à tort, parce qu'elles étaient totalement asymptomatiques. Enfin, peu importe. C'est le constat que je fais a posteriori. Mais il faut savoir que le patient se balade comme ça depuis plus d'1 an et demi. Alors, le jour où on décide d'extraire les dents et vous comprenez que l'indication de ces extractions était parfaitement posée, eh bien, on se retrouve avec un défaut monumental. Donc, les dents sont extraites. Vous voyez en bas à gauche le défaut que malheureusement, nous ne pouvons pas traiter en milieu ouvert. Donc, on va mettre une simple éponge de collagène et vous voyez en bas à droite, on arrive à fermer compte tenu de l'importance du défaut quasiment en première intention. Voici la cicatrisation à 2 mois post-op. Et de nouveau, la 3D qu'on réalise peut-être à cette époque-là, 2-3 mois post-opératoire. Donc, il faut d'abord, dans ce cas… Alors, j'ai oublié de vous dire que la réduction de sa fracture a occasionné le recul de l'émergence qui se trouve sur la face mésiale de la 6 et que le patient a évidemment une hypoesthésie. Donc,
moi, je me place résolument dans une approche minimalement invasive de la dentisterie. J'ai une expérience de plus de 15 ans avec les greffons allogéniques qui donnent des résultats époustouflants. Donc là, j'ai recommandé à mon patient qui a accepté de ne pas aller lui taper au niveau de la symphyse ou du ramus, mais de faire un greffon customisé. C'est ce que nous avons fait. Le fichier imprimé 3D du maxillaire inférieur du patient, le silicone que je sculpte sur le défaut. Et voici le jour de la chirurgie, où on va voir que le temps opératoire et l'efficacité thérapeutique est au rendez-vous. Voilà, on va rajouter une incision de décharge en mésial de la canine. Voici le défaut, vous voyez qu'il est énorme. Voici le greffon 3D qui m'a été renvoyé par Biobank. L'adaptation plus que parfaite de ce greffon, l'ostéosynthèse qui est faite avec 3 vis mondiales. Je prends le soin de diminuer un tout petit peu un angle vif. Regardez la qualité de l'adaptation. Une membrane résorbable et pincée. Ici, les sutures en 2 plans, comme le préconisent des auteurs comme Itzvan Urban, dans une philosophie de reconstruction un petit peu différente, mais le flap design et les sutures sont réalisés toujours sur 2 plans, la plupart du temps avec un surjet qui ferme complètement les berges. Vous le voyez ici. Je passe, on est à 15 jours. Vous voyez une fermeture en première intention qui est parfaite. Voilà, on dépose les points de suture, les références bibliographiques avec le livre d'Itzvan et un schéma qui résume le type de suture qu'il faut réaliser. Moi, je n'ai pas utilisé de ROG, j'ai préféré utiliser un greffon customisé, corticospongieux. Et puis, pendant que le greffon cicatrise, eh bien, évidemment, il faut reconstruire des tissus mous. Donc, c'est ce que nous avons fait dans une phase intermédiaire avec ici, non pas une stripping technique que j'utilise plus fréquemment au maxillaire supérieur, mais une greffe gingivale libre toute simple, j'allais dire. Voilà, on est ici 5 mois après la greffe. On va réaliser une chirurgie semi-guidée. Vous voyez ici le wax-up digital. Voilà. La planification avec les 2 implants Dipronicol et qui vont nous permettre donc la confection d'un guide pour une chirurgie semi-guidée, c'est-à-dire avec uniquement un forêt pilote de 2 mm de diamètre. Voici le guide à appui dentaire. Donc là, on a un édentement intercalaire. La stabilité de ce guide est parfaite. Et on va passer au jour de la chirurgie. Là, regardez la quantité de tissu kératinisé qu'on a obtenu. Voilà, c'était lors d'un cours qui a eu lieu au cabinet il y a quelques mois déjà. Regardez la qualité de la construction, le positionnement du guide, le forêt pilote avec sa butée, qui est la longueur du forêt pilote, qui est évidemment déterminée par ce qu'on appelle l'offset plus la longueur de l'implant, l'offset étant la distance qui sépare la partie supérieure de la douille au tissu osseux. Le premier implant est positionné, donc vous voyez ici un implant Dipronicol de 4 mm de diamètre. Le deuxième, qui à mon avis est un 3,5, voilà, les 2 implants positionnés. La connexion, désolé Jean-Marc, de 2 piliers multiminites. Non, ne sois pas désolé. Je persiste et je signe, voilà. Et puis, on attend la cicatrisation, une empreinte optique, l'essayage de la maquette full PMMA, puisque moi, dans les secteurs postérieurs aujourd'hui, je fais du full zircon multilayer. L'intérêt de cette maquette, qui est le copier-coller du wax-up qu'on a fait pour notre planification et la réalisation du guide chirurgical, c'est que toutes les corrections sont apportées sur la maquette qui est en résine, les points de contact occlusaux, les points de contact interproximaux, les embrasures entre les 2 restaurations, puisqu'elles vont être solidarisées, qu'on va demander au laboratoire de scanner cette maquette et qui va nous renvoyer, donc ça, c'est l'essayage de la maquette, voilà, donc avec l'enregistrement de l'occlusion, et que quelques jours après, il va nous renvoyer ces restaurations full zircon multilayer. Alors pourquoi full zircon? Ben, tout simplement parce qu'avec de la full zircon qui est usinée,
eh bien, on a plus de phénomène de shipping qu'on avait évidemment très souvent sur les restaurations implantaires. Et pourquoi multilayer? Tout simplement parce que dans la partie apicale, c'est une zircone qui est excessivement dure, et dans la partie occlusale, c'est une zircone qui présente des propriétés mécaniques très intéressantes. On a une résistance à la flexion de 700 mégapascales, ce qui est tout à fait comparable à ce qu'on fait avec de l'IMAX sur des restaurations périphériques ou sur des ondelets. Donc, on a une dureté décroissante lorsqu'on passe de la position apicale à coronaire, et puis aussi, on a la possibilité d'avoir des restaurations qui sont tout à fait acceptables sur le plan esthétique, puisqu'au sein d'un même lingotin, on a un dégradé de teinte. Voici les restaurations en place, le contrôle de l'occlusion et le résultat à un an post-opératoire. Vous voyez que là aussi, on a laissé un pince, tout simplement parce que lorsqu'on a positionné nos implants, on n'est pas allé chercher ce pin qui était ce tac titane qui était assez en apical. Et évidemment, le patient est ravi de son traitement donc, qui a été réalisé en full digital. On va passer, Jean-Marc, s'il n'y a pas de questions. Alors, je n'ai pas de questions dans l'assistance, non. Donc, là, les cas sont superbes, hein, et en plus, tu réponds chaque fois aux questions avant qu'on… Alors moi, ce que je vous propose, c'est peut-être que je continue et peut-être qu'on va provoquer des questions à la fin de ma présentation. Une question, c'est de savoir pourquoi, dans le premier cas que tu as montré unitaire où tu fais un greffon conjonctif, tu le laisses à nu. Oui. Voilà. Alors ça, c'est pas compliqué. L'intérêt de laisser le greffon à nu, il est double. Enfin, il est simple au départ, c'est-à-dire que moi, je le répartis en coronaire autour du pilier de cicatrisation pendant le temps que le provisoire est élaboré. Et puis, le provisoire va venir s'asseoir légèrement sur la partie exposée du greffon. Mais l'avantage initial, c'est qu'il sert également de maintien à la xénogreffe qu'on a mis dans le gap entre l'implant et la corticale vestibulaire. D'accord. Mais ce n'est pas simplement pour éviter de tracter le lambeau vestibulaire pour justement retarder… De toute façon, quand tu fais, tu es aussi bien placé que moi pour le savoir, à partir du moment où l'enveloppe, tu l'as fait au-delà de la ligne mucogingivale, tu as forcément une petite composante de déplacement coronaire du lambeau. Elle n'est pas forcément très importante, elle sera proportionnelle à la quantité mésio-distale de ta dissection vestibulaire, mais tu as toujours une petite composante de déplacement coronaire. Mais en aucun cas, dans mon esprit, c'est pour la raison que tu viens d'évoquer. Dans mon esprit, si tu veux, j'ai remarqué que lorsque je laisse exposer provisoirement pendant quelques heures, parce que je le répète, le provisoire, le bord… il va recouvrir le greffon. Il va recouvrir le greffon. Et ce que j'ai remarqué, Jean-Marc, puisque tu me posais la question, c'est depuis quelques années que je fais ça. Quand je dévisse mon provisoire pour prendre une empreinte, etc., j'ai beaucoup moins de particules de xénogreffe qui remontent. D'accord. Voilà. Qui sont toujours un peu, ces particules de xénogreffe qui remontent, qui sont toujours un peu source de réaction inflammatoire. Je ne sais pas si oui, tout à fait. Voilà, si tu partages mon avis. Et depuis que je fais ça, et notamment, on ne l'a pas vu, mais très fréquemment, je rajoute 2 petites sutures résorbables de part et d'autre du pilier de cicatrisation que je viens fixer en palatin pour maintenir ce greffon en interproximal. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Voilà. De façon à ce qu'il ne soit pas… Exactement. Qu'il soit bien tendu sur toute la zone où il y a la xénogreffe. Parce qu'évidemment, et pour être tout à fait complet dans mes explications, à partir du moment où on réduit le diamètre de l'implant dans le secteur antérieur, moi, je veux dire, ça fait des dizaines d'années que le diamètre maximum des implants que je mets dans le secteur antérieur, c'est 3,5. À partir du moment où tu réduis le diamètre de l'implant, forcément que le gap est plus important et tu as parfois sur une incisive centrale un gap qui est pas non seulement présent sur la face vestibulaire, mais un tout petit peu sur les faces interproximales. Ce qui veut dire que tu vas mettre de la xénogreffe
aussi au niveau des faces interproximales. Et le fait de plaquer de façon complémentaire le greffon conjonctif en interproximal avec ces deux petites sutures, ça va parfaire la stabilité de l'axe xénogreffe dans la zone périphérique de l'implant. En fait, tu l'utilises comme quand tu fais un pilier, c'est ça, quoi. Exactement. Okay. C'est exactement ça. Exactement ça. Alors, on va continuer avec ce cas qui est un cas relativement complexe, mais qui est quand même assez intéressant, qui est également un cas d'examen pour le master à Genève. C'est pour ça que je mets les logos de l'Université de Genève. Donc, vous allez voir, je vais vous présenter Maria, qui est une patiente russe. Et ça a pas mal compliqué, vous le doutez bien, pendant le Covid et ce qui s'est passé après le Covid, ses déplacements en France. Mais elle a un mari qui est français, qui est un de mes patients. Donc, c'est une patiente qui n'a pas de problème de santé particulier, qui n'est pas fumeuse, mais qui a des antécédents, elle-même et ses parents, de maladies parodontales. Bon, ça c'est la documentation initiale des cas de master. Vous allez voir, on va aller rapidement sur les vues intraorales. Donc voici la situation initiale qui est dramatique. Vous pouvez le constater. Je ne vais pas pouvoir tout détailler, mais je vais vous donner l'essentiel du traitement. Donc, voici les vues intraorales. Vous avez ici les vues occlusales en close-up et maxillaire et mandibulaire. Voici les vues latérales. Voici la radio panoramique initiale, où vous voyez de toute évidence qu'au maxillaire supérieur, à part la 23, mais qui est excessivement mobile, il y a peu de choses conservables. À l'arcade inférieure, il y a une 38 qui ne va pas nous servir à grand-chose. Il y a à la limite 33 et 43 qui pourraient être conservables. Voici les empreintes, les scanners intraoraux initiaux. Et notre démarche thérapeutique a été déjà d'évaluer, vous voyez, les facettes d'abrasion. Donc, il y a une perte de calage postérieur dans ce cas. Il y a vraisemblablement l'avancée des dents maxillaires en témoignent les récessions parce que vous le constatez, elle a des pertes d'attache, mais elle a un contrôle de plaque qui n'est pas mauvais du tout, cette patiente. Donc, on décide de faire une simulation et de faire du wax-up digital avec une augmentation estimée de la perte de dimension verticale. Et on l'estime, si vous regardez les secteurs latéraux, à la quantité d'usure qu'on a sur les dents maxillaires et mandibulaires. Donc, on va rescanner l'occlusion avec cette cale. Et on va demander au laboratoire, donc vous voyez ici sur Exocad les modèles qui sont figés avec la cale, et vous voyez le projet prothétique au maxillaire supérieur, avec le remplacement de toutes les dents, et le projet prothétique à l'arcade inférieure, avec le remplacement de toutes ces dents. Donc ça, c'est le wax-up digital qui va être notre projet directeur, et que nous allons utiliser tout au long du traitement. Au maxillaire supérieur, nous allons réaliser une chirurgie totalement guidée où nous allons placer des implants dipconicoles. Vous le voyez ici avec la réalisation d'un guide SMOP. Et à l'arcade inférieure, une chirurgie semi-guidée avec le forêt pilote de 2 pour un all-on-4 avec des implants qui ne seront pas des dipconicoles, tout simplement parce que je préfère avoir du tissu level à la mandibule. On a très peu de tissu kératinisé. On pourra en débattre tout à l'heure. Nous voici le matin de la chirurgie du maxillaire supérieur. Et vous voyez qu'à partir du wax-up que nous avons fait réaliser au laboratoire, nous allons tout simplement mettre en place un mock-up à l'arcade inférieure pour transformer la situation que vous voyez en haut à gauche avec la situation que vous voyez en bas à droite, puisque le bridge provisoire que nous allons mettre le jour de la chirurgie du maxillaire est issu également du wax-up digital. Donc, on va transférer le wax-up digital du bas en mock-up à l'arcade inférieure. Et ce que vous voyez
en bas à gauche. Donc, on passe en quelques minutes de la situation en haut à gauche à la situation en bas à droite. Et à partir de là, on considère qu'on a nos dents de référence et on va pouvoir traiter le maxillaire supérieur. Voici le guide en place à appui dentaire. Donc, on a gardé quelques dents. Le système de chirurgie guidée Southern Implant Céréales, les différentes ostéotomies, le forêt terminal. Voilà, l'insertion des implants avec une excellente stabilité primaire. Tous les implants ont été torqués à plus de 40 newtons-centimètres. Voilà, donc 6 implants étaient planifiés au maxillaire supérieur. Vous voyez, ça va relativement vite. La chirurgie a été réalisée flapless. Voilà. Les deux incisives centrales, puis une prémolaire. Voilà. Et le dernier implant en position de 6, me semble-t-il. La chirurgie se termine. On garde quelques dents avec les scan bodies. Ça va permettre au laboratoire de matcher beaucoup plus facilement les différents fichiers STL. Voici les empreintes et voici le bridge full PMMA avec des T-bases que nous recevons à 5 heures de l'après-midi et que nous allons visser sur les piliers multi-unites installés le matin même. Donc, vous voyez que notre mock-up, il n'est pas génial, mais on retrouve une occlusion, on va dire, que sur le secteur antérieur, mais qui est tout à fait conforme au wax-up digital que nous avons réalisé. Les photos que vous voyez là sont les photos qui ont été réalisées le deuxième jour. Donc, fort du wax-up du maxillaire supérieur transféré sur le provisoire et du wax-up du maxillaire inférieur transféré via le mock-up à l'arcade inférieure, on réenregistre la bonne dimension verticale d'occlusion qui a été augmentée par rapport à la dimension verticale d'occlusion initiale de la patiente, et nous allons réaliser une chirurgie semi-guidée à l'arcade inférieure. Voilà, positionnement du guide parfaitement stabilisé, le forêt pilote, l'ostéotomie réalisée sur les deux implants postérieurs, puis sur les deux implants antérieurs. Donc ça, c'est un guide SMOP. Qui c'est qui réalise les guides? Pardon? Qui réalise les guides, là? Là, c'est toujours Nicolas Jäger à Metz. D'accord. Il fait un travail remarquable, y compris au niveau des wax-up d'ailleurs. Donc, vous voyez que dans le secteur antérieur, on va positionner, donc là, ce sont des implants surface hybride de 3,25 de diamètre, implant droit, stabilisés l'un et l'autre à 35 newtons. Et ici, ce sont deux implants de 3,25, hexagone externe, angulé de 12 degrés. La crête n'était pas assez large pour que je passe en 4 de diamètre et avoir une angulation de 24. Donc là, ça me permet de développer le concept coaxis, c'est que l'angulation elle est sous-crestale et on peut torquer des piliers multi-unites droits à 35 newtons-cm. Et ça change la vie parce qu'on sait très bien que les problèmes de dévissage qu'on avait sur les piliers angulés étaient récurrents. Alors que là, très franchement, moi, depuis le temps que je travaille avec Manu et Southern Implant, je n'ai aucun dévissage de piliers multi-uniques, tout simplement parce que le torque de serrage est de 35 newtons. Voici le bridge provisoire que nous recevons quelques heures après. Et voici, entre le premier et le deuxième jour, le changement formidable que nous offrons à la patiente, qui, vous vous doutez bien, est excessivement contente du travail que cette approche totalement digitale nous permet d'envisager maintenant régulièrement sur nos patients. On attend, alors là vous avez le comparatif de la situation initiale et de la situation avec les deux bridges provisoires. Les radios de contrôle, donc vous voyez les 6 deep conical ou maxillaires supérieurs, les 4 implants hexagone externes
et les 2 angulés en postérieur pour le Holland fort. Là, on avait gardé encore à cette époque-là la 38 parce que j'avais eu beaucoup de choses à faire. Vous avez pu le voir sur cette patiente, mais la dent va être extraite. Et je voudrais revenir sur quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'allure de cette crête qui est effondrée au niveau des endroits où je n'ai pas mis d'implant. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas mis d'implant au niveau des latérales et des canines à droite et à gauche, tout simplement parce qu'on avait des récessions et des pertes d'attache très importantes. Donc cet effondrement muqueux, ostéomuqueux, qu'on a dans les zones 13, 12 et 21, 22, nous questionne et on a décidé, pour des raisons à la fois de prophylaxie et d'esthétique, de pallier à cet effondrement. Donc, nous avons réalisé 2 chirurgies de comblement de crête de façon tout à fait conventionnelle, et j'ai fait tout à l'heure allusion à Jessie Burt. Et bien là, nous allons utiliser une culture cellulaire qu'on appelle la Novomatrix, que j'utilise depuis à peu près 1 an et demi, pour gonfler ces zones-là. Donc, vous voyez, même avec un repli de cette membrane pour avoir encore plus d'épaisseur, enfin, ce n'est pas une membrane, pardon, cette culture cellulaire porcine, de façon à augmenter mon profil de crête à droite et à gauche. Voilà, on va faire la même chose ici. Donc, avec un petit flap en demi-épaisseur, voilà, une dissection qui s'étend largement au-dessus de la ligne mucogingivale, le positionnement par presque tunnelisation, là aussi de la Novomatrix, des sutures qui vont nous permettre de fermer en première intention, et voici la fin de la chirurgie. Je vais rapidement… Oui, Jean-Marc? Non, je demandais, est-ce que tu as eu l'expérience de l'utilisation dans ce même type de chirurgie de la fibroguide? Oui, et elle est beaucoup moins intéressante. D'accord. Dans mes mains, je précise. Parce que, en fait, qu'est-ce que c'est pour répondre, pour être complet dans ma réponse, si tu veux, moi, j'ai utilisé pendant des années l'alloderme. Et puis, parce que tu le sais, je connais très bien Pat Allen, on a échangé, je suis allé chez lui. Allen utilise l'alloderme depuis des dizaines d'années avec des résultats qui sont magnifiques. Et il y a quelques années, il m'a dit, mais dès que vous aurez la possibilité d'utiliser la Novomatrix, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de formidable. L'inconvénient de l'alloderme, c'est qu'il y a un recto verso sur l'alloderme et sur la Novomatrix, il n'y en a pas. Donc, tu peux indifféremment mettre pile ou face. Okay. Voilà. Voilà. Et puis, l'intérêt de la Novomatrix, c'est qu'aujourd'hui, ils ont une distribution possible en France, alors que l'alloderme, ils ne l'ont pas. Okay. Voilà. Toujours est-il que là, vous voyez à 4 mois post-op la différence entre la crête au départ et la crête après ma 2e intervention. Et ça, c'est très intéressant parce que sur le plan de la conception prothétique, on va pouvoir gérer, éviter les overlaps, éviter les profils d'émergence au niveau des pontiques qui sont garants d'un mauvais contrôle de plaque et d'un entretien et d'une maintenance qui seront très compliqués. Entre-temps, on fait une clé de validation en plâtre parce que là, mon scanner intraoral n'était pas dispo, donc j'ai pris une empreinte conventionnelle. Cette empreinte conventionnelle, elle va être scannée au laboratoire. Je vais vite. Ici, vous avez le design Exocad de la barre en titane et les normes PMMA, parce que moi, aujourd'hui, sur des cas Bimax, j'affronte jamais… de matériaux comme la zircone ou comme la céramique haut et bas, c'est pas possible. Il faut toujours un rupteur. Là, j'ai choisi de faire du full PMMA. L'intérêt du digital, c'est là aussi d'essayer une maquette. Donc, vous voyez ici, elle n'est pas totalement enfoncée sur la barre en titane, mais c'est une maquette qu'on va essayer en bouche. Ici, sur laquelle on va valider l'occlusion dynamique, statique, les embrasures, etc., etc. Ici, le bridge définitif réalisé par Stevie Pasquier. Le jour de la mise en place de ce bridge, le contrôle de l'occlusion, avec évidemment des extensions à droite et à gauche d'une molaire qui, évidemment, les 2 molaires ravissent la patiente puisqu'elle passe d'un bridge provisoire à 10 dents à un bridge définitif de 12 dents. On reprend une empreinte au maxillaire supérieur parce que la patiente m'annonce que malheureusement, elle est conservatrice du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg.
Donc, ce n'est pas rien. Donc, elle est obligée de repartir. Elle est déjà sous provisoire depuis 9 mois au maxillaire supérieur. Et fort de mon expérience sur l'approche prothétique des zones dédentées reconstruites, je décide de lui offrir un bridge provisoire de deuxième intention qui est élaboré toujours à partir du premier wax-up, mais qui présente une différence fondamentale, c'est que les inters de bridge dans le secteur antérieur vont être ovoïdes. Et vous le voyez ici, je vais mettre en compression grâce à ce deuxième bridge provisoire les zones que nous avons pris le soin de reconstruire avec les tissus mous. Voilà le deuxième bridge provisoire. Et voilà le jour de l'insertion de ce deuxième bridge provisoire. Et vous voyez qu'au niveau de 13 et de 12 et de 22 et de 23, eh bien, il faut que je fasse une micro-électrochirurgie pour créer 4 logettes dans lesquelles je vais venir enfouir ces inters de bridge à droite et à gauche. La patiente revient 6 mois plus tard. Regardez la qualité de la cicatrisation muqueuse que nous avons obtenue. On dirait que les dents vraiment sortent de la muqueuse et on a quelque chose qui est vraiment très intéressant au niveau du deuxième bridge provisoire et évidemment de la prothèse d'usage que nous allons réaliser. Donc, vous avez ici le monitoring de la situation initiale après reconstruction et on voit ici très nettement à droite l'impact du deuxième bridge provisoire avec une zone qui est un peu inflammatoire mais qui ne le sera plus avec un bridge full zircon multilayer. Voici, donc on reprend le design du wax-up digital du départ. On a élaboré avec notre laboratoire, compte tenu de l'imprécision des modèles imprimés 3D, un nouveau protocole de validation de la véracité, de la précision de l'armature avec des clés en zircone sur lesquelles on fait à tour de rôle. Là, vous avez 6 implants, vissage d'une vis, test de Sheffield avec contrôle radiographique. Et je dois dire que pour l'instant, ce protocole de validation des empreintes numériques nous donne des résultats qui sont assez satisfaisants. Le bridge full zircon multilayer avec des T-bases. Voici le bridge en place. La situation initiale et la situation à l'arrivée. Le monitoring radiographique avec la radio panoramique et la radio de départ et la radio panoramique, on est 2 ans après, non, plus que ça, 3 ans après le début du traitement, mais vous avez vu que les prothèses d'usage ont été réalisées respectivement, je ne veux pas dire de bêtises, à 9 mois et pratiquement à 2 ans. Et surtout, voici le sourire de la patiente qui m'envoie des mails très régulièrement. Là, elle est de nouveau repartie à Saint-Pétersbourg et elle va revenir nous voir, je pense, au début de l'automne parce qu'elle veut évidemment se faire soigner ici. Ça n'a pas été facile de prendre en charge cette patiente, mais elle est satisfaite du traitement. Et je dois dire que moi aussi, parce que c'est la première fois que je faisais un Bimax en full digital et je dois dire que si on respecte un certain nombre de règles, on va dire qu'en termes d'efficience et de reproductibilité par rapport au projet initial qui avait été waxé, on est complètement dans les clous. Je voudrais terminer, je suis dans les temps là, non? Ben, je ne sais pas les temps. Ouais, je pense qu'on a commencé à 20 et 25, donc je suis dans les temps. Je voudrais vous terminer, puisque je n'ai pas pu aborder avec le conventionnel Deep Conical le coaxis. Je voudrais vous présenter un cas que j'ai traité avec Frédéric Bianchi, qui était à Aix, qui m'a adressé cette patiente qui avait été traitée avant que Didier Bénéjean prenne sa retraite par Didier, et puis qui a eu, au bout de 12 ou 13 ans, des déboires avec ses 2 incisives centrales qui se sont malheureusement décédées. Didier avait fait de l'égression forcée sur la 21. Les dents se sont décellées, infiltration, fêlure sur une, fracture sur l'autre. Donc, ce que vous devez retenir pour revenir à la connexion Deep Conical, c'est que sur l'implant Deep Conical ou sur l'Inverta dans sa version Deep Conical, on a exactement la même connexion. C'est pour ça que je vais vous parler du coaxis sur cette situation-là.
Voici les rétroalvéolaires au départ. Et vous voyez que sur les coupes scanner, eh bien, on a un axe chirurgical qui est excessivement étroit. Cette patiente est en classe 2. Et si je veux mettre des implants pour réaliser des prothèses transvissées unitaires, ben, si je respecte le couloir osseux, je ne vais pas y arriver. Donc, ce cas-là est une parfaite indication de l'utilisation des implants coaxis, que ce soit classique Dipro-Nicol ou Inverta. C'est la raison pour laquelle vous allez le voir sur la planification. Donc, on a simulé l'extraction des dents. Cette planification a été faite par Antoine Pinault. Voilà. En chirurgie qu'on voulait au départ totalement guidée, vous allez voir que j'ai dû revoir ma copie. Ça, c'est l'axe chirurgical. Donc, vous voyez qu'on sort sur la face vestibulaire des restaurations. D'accord? Et donc, grâce aux implants Inverta 45-35-12D, on va pouvoir récupérer cet axe et sortir au niveau du cingulum des dents pour réaliser deux coiffes unitaires, provisoires si possible, puis définitives, transvissées avec quelque chose qui sera tout à fait esthétique. On réalise là aussi de façon atraumatique, vous voyez l'état des dents, donc fractures, fêlures, enfin il y avait tout pour plaire. Et j'attire votre attention, vous voyez la flèche en bas à droite, à gauche, pardon, sur quelque chose qui n'a pas attiré mon attention. En fait, la partie inférieure ou supérieure du guide en résine est trop proche du rebord gingival. Retenez cela parce que je vais envoyer la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Quand on met des implants coaxis, on a sur le porte-implant une rainure qui nous indique le bon positionnement de cet implant par rapport à l'angulation qu'on veut le donner. Nous, on avait planifié avec Frédéric de faire 2 coiffes unitaires, donc il fallait absolument que non seulement les implants soient strictement parallèles, mais que l'angulation obtenue par le coaxis soit identique sur les 2 implants, de façon à éviter les problèmes d'insertion des dents unitaires. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, vous allez comprendre sur la vidéo. Donc là, on vérifie le niveau crestal osseux, il est à peu près identique sur les 2 dents. Système de chirurgie guidée céréale, forêt pointeur, forêt terminale pour l'implant Inverta. D'accord? Et là, je me dis, mais je ne peux pas faire de la chirurgie full guided parce que je n'ai pas de moyen de visualiser, je ne sais pas si vous voyez ma souris, sur la face vestibulaire parce que le guide, je n'ai pas été suffisamment attentif. La rainure qu'on voit et que vous verrez mieux tout à l'heure sur la vidéo. Donc, je retire le guide et je positionne mes implants à main levée. Vous allez voir la fameuse rainure qu'on voit là qui est montrée par ma sonde de Paro. Et le deuxième implant, je suis obligé de le mettre à main levée et je vais faire correspondre les 2, et on le voit ici, je vais revenir un tout petit peu en arrière. On va faire correspondre les 2 rainures. Voilà, vous voyez que les 2 rainures en vestibulaire sont parallèles. Et c'était pour moi, il était pour moi obligatoire de mettre, malgré mes projets, les implants à main levée. Donc, on va provisoirement mettre 2 pieds de 6/4. On va combler le gap, toujours pareil, avec une xénogreffe. Prélever un greffon qu'on va désépithélialiser pour le tunneliser sur la face vestibulaire des implants, avec toujours cette petite portion qui va rester en place. On va réaliser le scanner intraoral, envoyer le fichier au niveau du laboratoire. On revoit mes 2 petites portions de greffons. Voilà, les scan bodies et les 2 restaurations unitaires avec des accès au trou de vis au niveau des cingulums et aucun problème d'insertion. Ça, c'est à la fin de la journée. Aucun problème d'insertion ni de problème de point de contact, dans la mesure où j'ai pu déterminer parfaitement les axes d'insertion avec le bon repérage en vestibulaire et la bonne angulation.
Voici la cicatrisation à 1 mois post-op. Je n'ai pas tout mis simplement pour vous dire qu'à 4 mois, on a modifié le profil d'émergence de la 21 de façon à pousser un tout petit peu au niveau des tissus mous. D'accord? Je vous rappelle qu'au départ, on avait une perte d'attache en interproximal, donc il ne faut pas s'attendre à avoir des papilles interdentaires. Vous voyez qu'il n'y a pas de septum au départ entre la 11 et la 21. Ici, vous avez les restaurations d'usage à 1 an post-op. On va aller rapidement ici à 1 an post-op, et ici, on est à 2 ans post-op. Donc, prothèse transvissée réalisée pour les dents définitives par Pierre Andrieux à Aix, et toutes les étapes prothétiques de la prothèse d'usage par Frédéric Bianchi à Aix. Voilà. Donc, en conclusion, eh bien, vous voyez que l'implant Dico-Nicole peut parfaitement trouver sa place dans tous les types d'indications. Je pense vous avoir montré à la fois des aspects chirurgicaux qui sont relativement simples et des aspects prothétiques, que ce soit en prothèse unitaire ou en prothèse plurale, qui sont tout à fait basiques et excessivement faciles à mettre en œuvre, quel que soit le type de flux que vous voulez utiliser, le flux analogique ou le flux digital. C'est quelque chose qui est parfaitement compatible avec la majorité des logiciels Exocad ou autres et la majorité des centres d'usinage, puisque la bibliothèque Southern est disponible de façon gratuite. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Manu, quel que soit le laboratoire avec lequel vous utilisez. Voilà, je voudrais terminer par ce joli cas d'implant Inverta sur la 12 pour vous remercier chaleureusement de votre attention et de vous dire à très bientôt, parce que je pense que Manu a la volonté d'organiser d'autres webinars. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Et on peut prendre des questions, Jean-Marc, s'il y en a. Alors, j'ai toujours pas de questions. Je suis désespéré. Ah si, non. Oui, j'ai un commentaire de Christian qui me dit magnifique, tu l'as vu, super boulot. Donc, on n'a pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que tu as dit parce que les cas sont superbes, bien entendu. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'en plus, dans l'utilisation des invertas, tu as rajouté effectivement une conjonctive, ce qui est, je pense pour moi, logique aussi, parce que c'est presque systématique, mais que déjà la morphologie même de l'implant augmente le tissu mou au niveau du col de l'implant. Donc ça, c'est… Alors, on a 2 avantages à l'inverta. Effectivement, le corps qui est large va augmenter la capacité à obtenir une stabilité primaire. Et ce que j'ai oublié de dire, et que tu viens à juste titre de rappeler, c'est qu'en fait, moi, les invertas que j'utilise, ce sont des 3-5-4-5, 3-5 au niveau cervical, c'est-à-dire que je retombe dans ma philosophie de traitement du secteur antérieur, c'est-à-dire qu'en coronaire, eh bien, je n'ai que 3,5 en diamètre de titane pour justement augmenter le tissu dur et le tissu mou. Je suis en parfaite adéquation avec ce que tu viens de dire. D'accord. Donc, et ce qui est important aussi, je trouve, pour ma part, pour ma pratique à moi, c'est l'importance de ces guides chirurgicaux avec appui dentaire qui te permettent en fait de faire des chirurgies à la fois, tu passes du patient denté au patient reconstruit. Quoi. Alors, si tu veux, oui, il y a 2 intérêts. Il y a 2 intérêts. Le problème, puisque tu parles du flux numérique, oui, c'est que sur des cas de full arch, les empreintes numériques sont relativement compliquées à faire. Oui. La raison pour laquelle on garde des dents, ne serait-ce que le temps de la chirurgie, l'intérêt il est double. C'est effectivement, comme tu viens de le dire, d'avoir, si possible, un guide à appui dentaire, si tant est que les dents que tu extrais ne dansent pas le tango, parce que ça peut être aussi un problème, d'accord? Et la deuxième chose, c'est que au moment de l'empreinte, pour certaines empreintes que tu prends, parce qu'on en prend plusieurs sur des full arch, eh bien, quand tu gardes des dents, comme tu as les fichiers initiaux, ça donne à ton laboratoire la possibilité de les matcher beaucoup plus facilement. Donc, la précision du matching des différents fichiers est augmentée à partir du moment où tu gardes provisoirement des dents, ne serait-ce que le temps de l'empreinte. Tu comprends ?
et si tu n'as pas de possibilité d'avoir d'appui dentaire? Eh ben, je fais un cas demain matin, qui est un cas de Holland-Form mandibulaire, où j'ai multiplié le nombre de clavettes transversales, d'accord, parce que je n'ai pas d'autres possibilités. Mais c'est une chirurgie semi-guidée. Donc, c'est beaucoup moins exigeant, si tu comprends ce que je veux dire. Là où ça devient compliqué, alors, pour revenir à tes propos sur l'empreinte, eh bien, la chance qu'on a, c'est que les implants ne sont pas très distants l'un de l'autre. Et la chance qu'on a, c'est que c'est un Holland-Form mandibulaire. Donc, on va scanner dans la région symphysaire. Donc, on a des chances que ça se passe plutôt bien parce qu'il y a une technique de scannage plus lente avec des chemins de scannage particuliers qu'on a appréhendé déjà depuis, on va dire, 1 an et demi et 2 ans. Et le problème, si tu veux, Jean-Marc, et je m'adresse à tout le monde, je dis Jean-Marc parce que c'est toi qui me posais la question, c'est lorsque tu as beaucoup d'implants et qui sont séparés par de grandes distances sans dents entre les implants. Voilà. Parce que le scanner va perdre la boussole. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas sur un cas de Holland-Form parce que tu scannes dans une région qui est peu étendue, d'accord ? Oui. Et si tu fais attention à l'orientation de ta caméra pendant que tu scannes, tu vas tous les choper, les scans modisés, et ça ne va pas vraiment poser de problème. Okay. Là où ça devient compliqué, c'est lorsque tu as beaucoup d'implants, même 6 qui sont très espacés, sans dents intermédiaires que tu peux garder, ne serait-ce que le temps de la chirurgie pour appuyer ton guide et de l'empreinte pour faciliter le matching. Donc, il y a une question qu'on me pose, c'est est-ce que tu ne fais plus donc de Holland-Form sans guide? C'est la question de Christian. Bien sûr que oui. Bien sûr que j'en fais sans guide. Bien sûr que oui. Très bien. Bien sûr que oui, j'en fais sans guide. Pour être tout à fait honnête, et quand on est responsable, et moi j'estime que ça fait longtemps que j'ai quitté l'université, mais pour être suffisamment impliqué dans la formation continue, on a une mission, c'est d'apprendre aux gens. Oui, oui. Donc, moi, aujourd'hui, vous dire que je suis en digital partout, c'est faux, archi faux. Mais pourquoi je ne suis pas en digital partout? C'est parce que ça fait 35 ans que je pose des implants et que j'en ai posé un grand nombre et que j'ai un certain degré d'expérience. Le conseil que je donne aux gens qui débutent, c'est bien sûr qu'il faut faire de la chirurgie guidée, mais ce n'est pas la chirurgie guidée qui vous met à l'abri des encombres, c'est la planification qui va être faite en amont qui va vous éviter les échecs. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait de la chirurgie guidée qu'on est à l'abri de déboires. On est à l'abri des déboires si on fait soi-même sa planification en tenant compte, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des impératifs biologiques, garder de l'os sur la face vestibulaire, utiliser le bon diamètre d'implant, etc., etc. Mais moi, je vois autour de moi, il y a des sociétés qui naissent de planification, donc le confrère envoie ses fichiers, il ne contrôle pas sa planification et il croit que parce qu'il fait de la chirurgie guidée, il va éviter les problèmes. Faux. Le flux digital ne vous met pas à l'abri du travail préalable que cela demande. Donc aujourd'hui, moi, je fais du flux sur des cas qui m'intéressent parce que j'ai besoin de les documenter, parce que je suis en charge de formation continue, mais 75 à 80% de mon activité chirurgicale implantaire se fait en non guidé, pour être tout à fait honnête avec vous. Très bien. Bon, pas d'autres questions. Un retardataire qui se demande s'il peut revoir effectivement le webinaire en replay. Oui, je suppose. Ben, je pense que oui. Pas de problème. Oui, absolument. Comme l'ensemble des webinaires sur la chaîne YouTube et sur le site internet, on les retrouvera. Peut-être pas demain parce que mon équipe a un peu de travail, mais en début de semaine prochaine, ils vont faire le nécessaire pour remettre le replay en ligne. Tu peux rajouter, Manu, s'il te plaît, que plus les vidéos, les replays seront regardés, plus je toucherai de royalties. D'accord. Je ne pensais pas le rajouter, mais je peux le dire aussi. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Je suis un peu étonné quand même.
Ben, c'est que les propos ont été clairs. Oui, Bon, ça ben, semble. écoute, Alors, moi, je voudrais quand même, pour minimiser un petit peu le truc, c'est que, en fait, ça paraît très simple quand tu montres tout ça, mais ça l'est pas, quoi. Hein, donc, je rejoins un petit peu ce que tu viens de dire en me disant que la chirurgie guidée n'est pas. C'est un bon moyen pour aborder l'implantologie avec un peu plus de sécurité, mais ce n'est pas la panacée dans le sens où Certainement pas. Certainement pas. Moi, le conseil que je donnerais, Jean-Marc, pour être dans la continuité de tes propos, c'est que je pense que pour maîtriser l'outil numérique, il faut soi-même, celui qui met des implants, avoir fait des centaines de planifications sans pour. C'est ça, je veux dire, la courbe de l'apprentissage, elle est énorme. c'est sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu ne parles pas de numérique, tu passes pour un con. Mais je le répète, moi, 80% de mon activité, elle n'est pas en numérique. Oui, oui, tout à fait. Et le problème aujourd'hui, outre le fait que ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est un virage considérable dans notre profession, on ne peut pas continuer à bosser sans appréhender les outils numériques. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai décidé pendant 2 ans et demi de faire un sacrifice, d'aller à Genève, de suivre cette formation, parce que ce virage-là, Jean-Marc, je ne voulais pas le prendre sans avoir tous les outils, sans maîtriser tous les outils. Voilà. Maintenant, ce que tu fais du numérique, c'est fonction de ton expérience préalable. Si tu pars d'une expérience préalable qui est réduite à peau de chagrin, tu vas avoir des problèmes avec le numérique. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Surtout, je le répète, que il y a des nouvelles professions qui apparaissent, des gens qui ne sont pas praticiens expérimentés, qui se prétendent planificateurs, entre guillemets. Et moi, je peux vous dire que pour avoir travaillé avec certains d'entre eux un bref moment sur des dents unitaires, j'ai renvoyé des planifications 3 fois, quoi. Parce que si on me rend un guide qui ne me permet pas d'avoir un trou d'accès à la vis au milieu de la face occlusale, je préfère le mettre à la main, parce que je ferai mieux que la chirurgie guidée. Tu comprends ce que je veux te dire? Non, non, mais bien sûr. Non, mais Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que malgré tout, je pense qu'on peut dire en règle générale que moins on a de points de repère, c'est-à-dire moins on a de dents sur l'arcade, plus on a besoin de guides. c'est ça. Et non seulement, mais également, c'est que moins le patient a de dents sur son arcade, plus il y a eu d'altérations préalables, migration secondaire, égression de compensation, mauvaise courbe d'occlusion, modification de la dimension verticale d'occlusion. Et là, c'est là, à ce moment-là, que le wax-up digital, qu'on fasse du full digital workflow ou pas, il est très important. Parce que, il va nous permettre de communiquer avec le patient. Et ça, c'est énorme. On ne pouvait pas le faire avant. Tu as vu le dernier cas Bimax que j'ai présenté. Moi, j'ai revu ma patiente et son mari. Je lui ai dit, voilà, aujourd'hui, vous êtes comme ça, demain, vous serez comme ça. Bon, il faut dire qu'il n'y avait pas trop de problèmes d'argent, mais tu arrives à convaincre les gens de dire, ah ben, zut, avec cette planification, nous sommes les architectes de nos plans de traitement. Ça, il faut quand même que tout le monde l'admette. Et aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'aller quand même plus vite. Et puis surtout, et ça, c'est dans une publication de Coachman qui est relativement récente, qui date d'il y a 1 ou 2 ans. L'intérêt du numérique sur des cas aussi complexes que ça, c'est quoi? C'est qu'à tout moment du plan de traitement, tu peux, en faisant du copier-coller et du matching, vérifier si tu es conforme à ton projet initial. C'est ça qui est fabuleux. Ce qu'on appelle en paro la réévaluation, on peut la faire aujourd'hui en prothèse, quoi. C'est énorme. Alors, je ne dis pas qu'un projet ne doit pas être modifié, il peut évoluer. Après tout, la temporisation, c'est qu'une proposition thérapeutique qu'on fait aux patients. Mais j'ai d'autres cas où j'ai fait du full digital, je n'avais pas le temps de vous le montrer, où on est parti de situations où les patients ne mangeaient plus, avaient des migraines épouvantables, avaient une ouverture buccale qui ne me permettait pas de prendre d'empreintes. À partir du moment où on déverrouille la situation sur le plan occlusal, eh bien, on arrive à reporter
ce qu'on a obtenu avec une gouttière ou des composites qu'on a collés en bouche, on arrive à caler cette augmentation de dimension verticale, à faire ce que je vous ai montré avec le COIS, là, tu vois, à scanner en bouche l'augmentation, et puis après, tout déroule, c'est magnifique. Je trouve que pour notre profession, c'est une embellie, mais il y a un travail considérable en amont qu'on ne peut pas négliger. Okay. Et qu'est-ce que tu penses en fait de l'intérêt justement des guides chirurgicaux dans le positionnement même des implants par rapport aux axes, des implants qu'on peut à main levée faire varier, alors qu'avec le guide, on a peut-être moins de variations possibles et qui permettent justement de les poser pour que d'un point de vue en absorption de la contrainte, ils soient les mieux possibles, les mieux posés possible, pardon, pour éviter éventuellement des problèmes ultérieurs de périimplantite, puisqu'il y a une publication qui avait été faite là-dessus, justement. Sur des implants angulés, par exemple? Non, sur simplement des positionnements d'implants qui ne sont pas dans le bon axe. Dans le bon axe prothétique. Prothétique. Bah, écoute, à partir du moment où on fait une chirurgie guidée, ou j'allais dire même à main levée, moi, mon objectif, c'est d'avoir un trou d'accès à la vis au milieu de la face occlusale. Et très franchement, mais ça, c'est mon expérience, que ce soit à main levée ou en chirurgie guidée, quand tu as posé beaucoup d'implants, tu arrives. Et oui. Ça… Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de praticiens, quoi. Donc, je suis d'accord avec toi. La preuve en est, c'est que tu vois sur les réseaux sociaux, les chirurgies guidées où les types, ils ont des trous d'accès à la vis complètement vestibulaires. Donc, je partage ton avis. Pour moi, la dentisterie implantaire, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. Donc, j'interviens plus sur les réseaux, c'est-à-dire qu'on poste des trucs avec le cabinet, mais quand j'ai des… Mais moi, je ne veux pas commenter les posts des autres, tout simplement. Quand je vois des choses comme ça, je me tais, parce qu'après, je me prends des coups de raquette, donc j'arrête. Tu vois, on n'a plus l'âge où on va sur le ring pour se mettre des coups, des uppercuts et des crochets. J'ai passé l'âge de faire ça. Toi aussi, je pense. Donc, moi, quelqu'un qui fait de la chirurgie guidée et qui effectivement aboutit à une prothèse qui n'a pas de sens, je ne parle pas esthétiquement parlant, mais fonctionnellement parlant, c'est totalement hérétique. Mais ces gens-là, tu ne les empêcheras jamais de travailler. Voilà. Alors, j'ai une autre question de Christian Mollet sur la possibilité éventuelle d'avoir des accidents d'exposition de greffons préfabriqués. Est-ce que tu as rencontré ça? Cher Christian… Par rapport au greffon. Alors, moi, je vais vous dire une chose là-dessus. Moi, j'ai fait de l'autogène pendant des dizaines d'années. De l'autogène Coury ou de l'autogène ROG, Urban, Sausage, Technique, etc., etc. Je pense que ce n'est pas la nature de ce qu'il y a dessous qui fait qu'on a l'exposition. La nature, l'étiologie, la cause de l'exposition, c'est le flap design et c'est la libération des tissus. J'étais la semaine dernière aux Antilles, invité en Guadeloupe pour faire des chires en direct où on a fait de la reconstruction osseuse importante. On a suffisamment parlé de ça. Je dirais que pour moi, la Bible, c'est le livre d'Itzvan. Voilà. Et Urban l'a parfaitement expliqué. La libération des tissus dans la région mandibulaire, zone 1, 2, 3, pleine épaisseur, dissection des myloïdiens, dissection du plancher lingual, en vestibulaire, dissection du 5-3. Je n'ai pas plus d'exposition avec des greffons allogéniques qu'avec le reste. Je le répète, je suis convaincu, persuadé que, évidemment, ce n'est pas le genre de chirurgie qu'il faut faire sur des patients fumeurs, ni des patients qui ont des problèmes immunitaires, mais que c'est le flap design et le relâchement des tissus qui conditionnent la fermeture en première intention. On est d'accord. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Christian. Est-ce qu'il est d'accord avec moi? Parce que Christian, il greffe aussi. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Christian? Je ne sais pas. Pour l'instant, il ne dit rien, mais il va dire quelque chose, sûrement. Ah, tu vois, Manu, Christophe veut regarder le replay 2 fois. Ça c'est bon. Ça, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi.
C'est bien vendu. Mais je pense que en fait, on va inviter tout le monde au SI Tour à Nancy. Et puis comme ça, on pourra connaître la réponse de Christian. Christian, Parce qu'en fait, tu es en train de spoiler tout le programme de l'année, là. Non, Donc, mais pourquoi tu dis ça? on va s'arrêter maintenant. Sinon, on n'aura plus rien à dire jusqu'au mois de décembre. Non, Bon. je plaisante. Je pense que voilà, on arrive, il est 9h moins le quart. On a eu une bonne session. Je vous remercie pour votre disponibilité, votre temps, justement pour partager encore vos expériences, vos connaissances à tous les professionnels de santé bucco-dentaire pour continuer à améliorer la prise en charge des patients, notamment avec des dispositifs spécifiques comme on l'a vu ce soir et lors des présentations du docteur Gardella. On va le remercier encore pour la qualité de son travail. Merci beaucoup Jean-Marc aussi voilà, pour l'interaction avec Jean-Pierre. Et puis, c'était facile de pouvoir un peu aller le talonner, le challenger un peu sur certains sujets. Et donc, voilà, on aura plaisir à revoir et à revoir ce webinaire autant que vous le souhaitez, comme tous les autres qui font partie du programme de la SI Academy. Donc, n'hésitez pas, si vous avez aussi des souhaits d'aller vous former chez nos différents leaders d'opinion pour comprendre et apprendre davantage sur ces solutions ou des techniques spécifiques, on se ferait un plaisir de vous mettre en relation. Si je peux rajouter une chose, Manu, parce qu'en conclusion, là, on a parlé de sujets qui étaient quand même vachement intéressants avec Jean-Marc. Dans les différentes formations que tu pourrais proposer, c'est justement d'apprendre aux gens à planifier. C'est prévu. C'est prévu lors de l'intégration locaux. Alors, moi, j'ai oublié de dire quelque chose. Je suis désolé, je suis très bavard. Jean-Marc, tous mes cas sont planifiés, tous sur Omexis, parce que moi j'ai plan mes cas. Il n'y a pas un cas que je ne planifie pas. Tu n'ouvres pas un scanner sur lequel d'un patient sur lequel je dois mettre des implants où il n'y a pas la simulation du positionnement des implants. Donc déjà, mentalement parlant, ce qu'on faisait, nous, il y a 30 ans, avec des calques sur des planches de scanner appuyées sur des négatoscopes, qui d'ailleurs a été excessivement formateur parce qu'on l'a fait des milliers et des milliers de fois. Aujourd'hui, je le fais en 3D sur mon logiciel Romexis. Et ensuite, lorsqu'on fait de la chirurgie guidée, on le refait sur le logiciel SMOP. D'ailleurs, on a au cabinet une version SMOP et c'est comme ça qu'on travaille avec Nicolas Géguer qui nous fait des guides magnifiques. Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est un petit peu ce qui manque, le SMOP, tu dis. Ouais, SMOP, c'est tu m'envoies un mail, je t'envoie les coordonnées de Nicolas, tu l'appelles de ma part, il se fera un plaisir de t'aider. Avec plaisir. Voilà. Super. Bon, merci. En tout cas, c'était bien cool de vous voir. Merci à tout le monde. À très bientôt.